Il existe une graminée qui pousse de 10 cm par jour sans engrais, sans pesticides et sans replantation pendant une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans. Torréfié, il brûle à 10 400 BTU par livre. Région charbonnière, avec une fraction du soufre et sans arsenic, plomb, mercure ni sélénium. Son retour sur investissement énergétique est de 126 pour 1. Un président des États-Unis l'a nommément approuvé dans son discours sur l'état de l'Union. La récolte rapporte moins d'1. Les scientifiques l'ont appelé charbon vert. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, l'a approuvé comme biocarburant cellulosique en 2013. Ce même gouvernement a dépensé plus de 100 millions de dollars pour le pulvériser avec du Roundup. La Californie a déboursé à elle seule 70 millions de dollars pour éradiquer une plante qui n'a jamais produit une seule graine viable sur le sol américain. Pendant 5000 ans, la civilisation l'a utilisé pour la musique, l'écriture, les flèches et l'architecture. Aucune de ces civilisations ne l'a qualifié de mauvaise herbe. C'est un Runodonach, le charbon vert qu'on asperge d'herbicides. C'est la centrale à biomasse la plus productive au monde. Approuvé comme carburant et condamné comme invasif par le même gouvernement la même année. Bienvenue à Buried Garden. Les archives ouvrent leurs portes en 1992 à l'université de Pise, sur les sols argileux du centre de l'Italie. Le professeur Luciano Angelini avait une question simple. 2 graminées vivaces se trouvaient au cœur du débat émergent sur la bioénergétique en Europe. Arundodonax et Mescanthus X giganteos ont tous deux grandi. Les deux ont produit une biomasse massive. La question était de savoir lequel méritait l'investissement du continent. Angelini les a donc plantés côte à côte dans ses parcelles de recherche au département de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et puis elle a attendu. Pas pendant une saison, pas pendant 3, mais pendant 12 années consécutives. Elle a parcouru les mêmes rangs, coupé les mêmes tiges, pesé les mêmes récoltes. Et année après année, les chiffres racontaient la même histoire. Arundo a produit en moyenne 37,7 tonnes sèches par hectare et par an. L'herbe refusait tout simplement de cesser de produire. Tenez-vous au milieu de ce champ de pissons et la plante géante se dévoilera. Des peignes creux ressemblant à du bambou s'élèvent de 6 à 10 mènes, plus grands que la plupart des arbres. Tiges de 2 à 3 cm d'épaisseur, articulées, semi-ligneuses, imprégnées de silice suffisamment dur pour servir de fût de flèche, mais suffisamment légère pour flotter. Coupez en un, et ça sonne. Un tube creux, parfaitement rond, comme une canalisation naturelle. Les feuilles, en forme d'épée, sont gris-vertes et disposées sur 2 rangs opposés, ce qui leur donne la silhouette d'un épi de maïs sous stéroïdes. Frôlez les bords des feuilles sans y prêter attention et elles vous lacéreront la peau. À la fin de l'été, des panicules plumeuses jaillissent de leurs extrémités. D'abord violacées, puis se muant en plumes blancs argentées qui s'agitent dans le vent comme quelque chose d'ancien qui essaie de parler. Publié sous le nom d'Anellini et autres, 2009 dans Biomasse et Bioénergie. Cet ensemble de données demeure la preuve comparative la plus citée dans toute la littérature sur Arundo. Les patients d'un seul chercheur produisent le nombre qui définit le paradoxe. Le pays qui a mené l'expérience cultive cette herbe pour en tirer de l'énergie. Le pays qui en a le plus besoin l'asperge d'herbicides. Mais Angelini ne découvrait pas une nouvelle plante. Elle mesurait un phénomène que l'humanité connaissait depuis 5000 ans. Connu. Les premières preuves indiquent qu'un Rundodonx était entre les mains des inbalmeurs égyptiens durant le Nouvel Empire, de 1550 à 1170 avant notre ère. Ils ont transformé ces tiges en flûtes. Ils enveloppèrent les momies de ses feuilles. Ils tapissaient les entrepôts à grains de sa canne, exploitant des propriétés antimicrobiennes qu'aucun laboratoire ne confirmerait avant 3000 ans. Ce n'était pas de la décoration. Il s'agissait d'une technologie de préservation des infrastructures. L'architecture de l'au-delà construite, en partie à partir d'herbes. Son origine phoque-géographique se situe au Moyen-Orient, élargie dans le sud de la mer Caspienne, dans le sud de l'Iran, dans la vallée de l'Indus, cartographiée grâce au séquençage de l'ADN plastidial par Ardon et ses collègues en 2014 dans les Annales de la botanique. De là, elle s'est déplacée vers l'ouest, à travers la Méditerranée dans la plus haute antiquité, constituant l'une des plus anciennes migrations biologiques persistantes sur Terre. Origine. Ce sont les Grecs qui lui ont donné le nom qui résonne encore dans toutes les langues modernes,
Calamos signifie lire. De ce seul mot descend le calamus, l'instrument d'écriture romain. Calumiat, la pipe cérémonielle. Chalumeau, le registre le plus grave de la clarinette. Peut même provenir du canon, une tige droite elle-même, dérivée d'une lecture de mesure. Une plante, un mot. La racine étymologique de l'écriture, de la musique, de la mesure et du droit. La plus belle canne à sucre poussait le long des rives du fleuve Céphisus à Attica. Les artisans grecs le transformaient en flûte, appelée kalamaldos. Assemblez-en plusieurs, et vous obtenez un sérin, une flûte de Pan. L'instrument qui, selon la mythologie, plongeait les auditeurs dans une terreur panique. Le mot panique lui-même provient du dieu qui jouait d'un instrument à vent fabriqué à partir de cette herbe. Dans le Dionaiaka de Nanos, le mythe va encore plus loin. Calamos, fils du dieu fleuve Myandros, se noya de chagrin et fut transformé en roseau. Le bruissement que l'on entend lorsque le vent souffle à travers un peuplement d'ondes d'eau, disèrent les Grecs, était sa lamentation éternelle. Il ne s'agissait pas de folklore. Il s'agissait d'une civilisation qui avait intégré une plante à sa langue, à sa religion, à sa compréhension même du son. Les Romains ont hérité du roseau et de ses usages. Plénie l'Ancien en parle dans le livre d'Histoire naturelle, 16 chapitre 65. Notant que les flèches et les instruments d'écriture sont formés à partir de la même base de tiges creuses. Ils écrivaient sur du papyrus et du parchemin à l'aide d'une canne en arundo fendue et taillée en pointe appelée calamus. La technologie de l'écriture, l'acte physique de coucher sa pensée sur un support, a dépendu de cette plante pendant des siècles. Théophraste, le père de la botanique, en a répertorié les propriétés dans son Historia Plantarum, 300 ans avant Jésus-Christ. Lorsque les missionnaires espagnols ont apporté le runo en Californie dans les années 1700, les Indiens Chumash de Santa Barbara l'ont adopté pour les hampes de flèches et les tubes à tabac. En 1820, il était si abondant le long de la rivière Los Angeles que les colons le préféraient au tulet, indigène pour la toiture et les clôtures. En Espagne méditerranéenne, la technique traditionnelle du canot, avec ses panneaux de roseaux tressés enduits d'argile, a permis de réaliser des murs et des plafonds qui ont conservé leur intégrité structurelle pendant plus de 60 ans. 5 civilisations, 5000 ans, musique, écriture, construction, armes, préservation. Aucun d'eux ne l'a qualifié de mauvaise herbe. Puis, au XXIe siècle, les chercheurs ont commencé à mesurer ce que les anciens savaient déjà, et les chiffres étaient stupéfiants. Le professeur Roberto Pu, du laboratoire de génétique de l'Université de Milan, a posé la question dans sa revue. Le roseau géant, Runo Donac, une mauvaise herbe ou une culture énergétique prometteuse? Pour répondre à cette question, il a examiné 83 clones italiens dans des conditions contrôlées. Ce qu'il a découvert aurait dû mettre fin au débat. Sur l'ensemble des 83 clones, aucun pollen n'a été observé, aucune graine n'a été trouvée. La plante est heptaploïde. Il possède 84 chromosomes, une architecture génétique si complexe que la méiose ne se produit que dans moins de 10% de ses microsporites. Arondodonax n'est pas seulement peu susceptible de se reproduire par graines. Il est génétiquement incapable de se développer partout sur le continent, sous tous les climats et dans toutes les conditions. Cette plante n'a jamais produit une seule graine viable en Amérique du Nord. 0 graine. Si une plante ne peut pas se reproduire sexuellement, si sa stérilité a été confirmée sur 83 lignées génétiques distinctes, quel est donc exactement le mécanisme d'invasion qui justifie de dépenser 70 millions pour la détruire? La réponse n'est pas la biologie. C'est de l'hydrologie. L'arundo se propage lorsque les crues transportent des fragments de rhizome en aval dans les corridors riverains. Elle se propage lorsqu'elle est transplantée par l'homme. La culture maîtrisée sur des terres non repariennes en altitude élimine entièrement les deux vecteurs. Les analyses génétiques de Pu n'ont pas seulement confirmé sa stérilité. Ils ont révélé que le récit de l'invasion est une histoire de géographie et non une histoire sur la plante. Puis vinrent les données énergétiques. En Argentine, l'équipe d'études du cycle de vie de Cordoba, Manzour et Santala a passé des années à mesurer ce que rapporte réellement une plantation d'arundo complète. Leurs résultats, publiés en 2023 dans la revue Bioenergy Research, ont redéfini les possibilités offertes par une culture de biocarburants. Le retour sur investissement énergétique pour la production de puces est de 126 pour 1,
Pour la production de granulés, le rapport est de 41:1. À titre de comparaison, l'éthanol cellulosique issu du panique érigé, la culture bioénergétique qu'un président des États-Unis a nommément approuvée dans un discours sur l'état de l'Union, atteint un EOI de 0,69. Le panique érigé ne permet pas d'atteindre le seuil de rentabilité. Arundo produit 126 fois l'énergie investie. Ce n'est pas une marge d'amélioration. Il s'agit d'une catégorie de carburants différente. Et les calculs relatifs au carbone accentuent encore le paradoxe. Un consortium composé de l'Université de Washington, de l'Université d'État de Washington, de l'Université d'État de l'Oregon et de l'Université d'État de Portland a calculé la séquestration totale de dioxyde de carbone à 160,1 tonnes par hectare et par an. Fort et d'autres ont constaté que la séquestration annuelle de carbone dans les sols était plus de 2 fois supérieure aux émissions totales de gaz à effet de serre provenant de la culture. Le système n'est pas neutre en carbone, elle est à bilan carbone négatif. Elle absorbe plus de carbone de l'atmosphère que chacune des étapes de sa production, de la plantation à la récolte, en passant par la transformation, n'en rejette. Imaginez maintenant cela comme carburant. Le bois d'Arundo brut brûle à une puissance de 17 à 19 mégajoules par kilogramme, équivalente à celle des granulés de bois de première qualité. Mais soumettez-le à la torréfaction, un léger grillage thermique qui élimine l'humidité et les composés volatiles et transforme 22 goûts par tonne, 10 400 BTU par livre. C'est une région charbonnière. Et contrairement au charbon, sa teneur en soufre est une fraction comprise entre 0,07 et 0,58%. Comparé au charbon à 0,5 à 4%. Les cendres ne contiennent ni arsenic, ni plomb, ni mercure, ni sélénium. Imaginez un combustible qui brûle comme le charbon, pousse comme l'herbe et ne laisse aucune trace toxique. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, l'a confirmé. Leur propre analyse a déterminé qu'Arundo répond au seuil de réduction des gaz à effet de serre de 60% requis pour la classification des biocarburants cellulosiques. Ils ont constaté que cela pouvait réduire les émissions jusqu'à 80% par rapport aux combustibles fossiles. Et puis, moins de 12 mois après cette découverte, le même gouvernement fédéral a classé un Runodonakax comme présentant un risque élevé. Ce qui s'est passé durant cette laps de temps, c'est l'histoire d'un système incapable de prendre en compte simultanément les coûts et les avantages d'une usine. Le 5 janvier 2012, l'EPA a publié une règle finale directe, 77 Federal Register 700, pour approuver l'Arundo Donax comme matière première cellulosique pour le biocarburant, en vertu de la norme sur les carburants renouvelables. Approuvé. 2 mois plus tard, ils ont fait marche arrière, tiré, sans une organisation environnementale, ont déposé des observations défavorables. Les Amis de la Terre, le Sierra Club, la Fédération nationale de la faune sauvage. Ils ont cité le décret exécutif 3112, signé par le président Clinton le 3 février 1999, qui interdit aux agences fédérales de promouvoir les espèces envahissantes. La règle a été retirée le 5 mars 2012. Puis, le 11 juillet 2013, l'EPA est revenu sur sa décision en publiant une règle finale supplémentaire. 78, Federal Register, 41,73, approuvant Arundo. Quoi qu'il en soit, leur propre déclaration indiquait que le carburant renouvelable d'Arundo n'est pas susceptible de provoquer ou de favoriser l'introduction ou la propagation d'espèces envahissantes. Approuvé, retiré, approuvé à nouveau. 101 organisations ont formulé des objections. L'EPA a invalidé toutes ces décisions. Mais l'approbation au niveau fédéral ne signifiait rien dans les États où l'Arundo pousse réellement. La Californie avait déjà mis en place une machine d'éradication. Le California Invasive Plant Council a inscrit l'Arundo sur la liste des plantes exotiques les plus préoccupantes pour la première fois en octobre 1993, un an après qu'Angelini ait planté ses parcelles d'essai à Pease. Le département de l'alimentation et de l'agriculture de Californie lui a attribué la cote B en matière de ravageurs. Le Conseil l'a classé comme nuisible à risque élevé, ce qui signifie des impacts écologiques graves sur les processus physiques, les communautés végétales et animales. En 2011, plus de 70 millions de dollars avaient été dépensés pour contrôler à eux seuls la zone reliant Monterey à San Diego. Le coût par acre variait de 5 000 $ à 17 000 $. Sur la côte californienne,
l'éradication a coûté jusqu'à 25 000 $ par acre. La campagne de dépollution de la rivière Santa Ana a été lancée en 1997, lorsque près de 20 organismes, dont le district des eaux du comté d'Orange et le Service américain de la pêche et de la faune sauvage, ont formé un consortium appelé Team Arundo. Les relevés préalables à l'éradication ont permis de recenser environ 10 000 acres de cette herbe. La perte d'eau estimée due à la transpiration était de 56 200 acres-pieds par an, contre 18 700 pour la végétation indigène. La valeur en dollars attribuée à cette eau perdue était de 12 millions de dollars par an. La perte d'eau était astronomique. Le docteur John Goolsbee comprenait mieux que presque personne le coût écologique. En tant que chercheur principal, au sein de l'unité de recherche sur les insectes bénéfiques du service de recherche agricole du département de l'agriculture des États-Unis à Wasso, au Texas, il a passé des années à étudier l'impact d'Arundo le long du Rio Grande. Son évaluation était sans détour. Des forêts riveraines entières ont été envahies par le Rundo, et on voit rarement des oiseaux ou d'autres animaux sauvages dans ces zones denses envahies par cette plante. Il n'avait pas tort. Dans les zones riveraines non aménagées, les dégâts sont bien réels. La consommation d'eau est énorme. Le virreau de belle mineur, un oiseau chanteur menacé d'extinction au niveau fédéral, perd un habitat de nidification essentiel. Après un incendie de forêt, l'Irono repousse en quelques jours, poussant 20 fois plus dense que les espèces ligneuses indigènes. L'argument écologique contre l'invasion incontrôlée des zones riveraines est bien réel. Et c'est précisément là le problème. Le système considère l'invasion des zones riveraines et la culture gérée des terres en amont comme une seule et même chose. Il est incapable de faire la différence entre une herbe qui étouffe le lit d'une rivière et une herbe qui pousse sur des terres agricoles sèches récoltées chaque année. Ces riomes sont contenus par la distance de toute voie navigable. L'appareil de régulation ne possède qu'un seul réglage, détruire. L'arsenal d'herbicides en dit long. Le glyphosate est vendu sous le nom de Roundup par Monsanto, maintenant Bayer, et sous le nom de Rodeo pour un usage aquatique. Emazipyr est commercialisé sous le nom de Bor Arsenal par BASF et comme habitat pour les cours d'eau. Le Tricopyr est commercialisé sous le nom de Garlon 3 par Dow AgroScience. Les méthodes d'application vont du traitement des souches coupées avec du glyphosate non dilué, appliqué sur les tiges fraîchement coupées, dans les 2 minutes à la pulvérisation du feuillage, en passant par des campagnes aériennes par hélicoptère, sur des peuplements dépassant 80% de couverture végétale. Un contrôle total nécessite 2 à 3 ans de traitement répété. Elle persiste si longtemps dans le sol qu'elle peut empêcher la replantation d'espèces indigènes pendant 1 à 2 ans après son application. La docteure Lauren Quinn, de l'Institut des biosciences énergétiques de l'Université de l'Illinois, a étudié la viabilité économique de la récolte des peuplements envahissants existants pour en faire du combustible. Son article de 2014 sur les invasions biologiques concluait que ce n'était pas le cas. La logistique n'était pas viable. Mais elle a alors avancé une idée tellement pratique, tellement évidente, que son omission frise la faute professionnelle institutionnelle. La biomasse invasive pourrait se déverser dans les stocks existants de biomasse co-brûlée avec du charbon dans l'immense réseau de centrales électriques déjà en place dans tout le pays. Brûler l'envahisseur dans les centrales à charbon existantes. Remplacer le charbon toxique par une herbe qui produit des cendres propres. Aucune nouvelle infrastructure n'est requise. Personne n'a réagi. Et derrière tout cela se cache un écart de rendement que personne à Washington ne voulait aborder. Le président George W. Bush a cité le panique érigé dans son discours sur l'état de l'Union du 31 janvier 2006, s'engageant à rendre l'éthanol cellulosique pratique et compétitif en l'espace de 6 ans. Le panique érigé donne un rendement de 5 à 15 tonnes par hectare. Arundo donne des rendements de 15 à 49. Le panique érigé a été promu parce qu'il est originaire d'Amérique du Nord, se propage par graines et peut être contrôlé par l'industrie des intrants agricoles. La variété Rundo a été écartée car elle est stérile, ne nécessite aucun pesticide, ne requiert aucun replantage annuel et ne peut être vendue comme stock de semences brevetées. On ne peut pas breveter pendant 30 ans une plante qui se clone à partir de ses propres racines. Et c'est pourquoi le système a choisi la récolte de moindre qualité.
À Budapest, un homme nommé Sándor Pikosdi a décidé que ce paradoxe était soluble. En tant que directeur général d'Arundo Bio Energy Limited, Pikosdi a bâti l'entreprise commerciale Arundo la plus visible au monde. Son entreprise produit 19 variétés de plantules exemptes de virus, issues de cultures tissulaires, propagées à racines nues et en motte de terre, conçues pour les plantations de biomasse sur les marchés émergents. Des expériences sur le terrain supervisées par le professeur Laszlo Simon à Nyíregyháza en Hongrie, menées de 2007 à 2011, ont documenté un rendement de 10 à 20 tonnes sèches par hectare sans irrigation, sans pesticides ni herbicides, avec une gestion productive. Interrogé sur la classification comme espèce invasive, Pikosdi ne tergiverse pas et affirme que cette mauvaise interprétation provient d'une mauvaise gestion et de l'incompétence humaine. Il n'est pas seul. Le département de l'agriculture de Caroline du Nord a délibérément refusé de classer l'Arundo comme plante nuisible, laissant ainsi la porte ouverte à sa culture bioénergétique. Ils ont alloué 97 000 $ à l'évaluation de 24 génotypes d'Arundo et ont fait une découverte inattendue. Malgré sa stérilité fonctionnelle, cette plante abrite une diversité génétique bien plus importante qu'on ne le pensait. Variation sans reproduction, potentiel sans autorisation de l'explorer. De l'autre côté de l'Atlantique, les preuves sont encore plus accablantes pour l'approche américaine. L'Italie mène des expériences de terrain continues sur le système Arundo depuis 1992 dans les universités de Pise, Catania et Milan. La directive européenne sur les énergies renouvelables de 2009-28/CE prévoit des incitations financières pour la production de biogaz à partir de roseaux géants. L'Arundo ne figure pas sur la liste des espèces exotiques envahissantes de l'UE en vertu du règlement 1143 de 2014. Une étude de 2012 publiée dans MDPI Sustainable a conclu que l'Arundo n'est plus seulement considérée comme une espèce exotique envahissante, mais de plus en plus reconnue comme une ressource renouvelable potentielle dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. L'Europe le cultive. L'Amérique l'élimine. La Hongrie en commercialise 19 variétés. La Caroline du Nord l'étudie discrètement. Après la Seconde Guerre mondiale, le célèbre réalisateur italien Michelangelo Antonioni a réalisé un court documentaire sur l'Arundo Donax, explorant son potentiel comme alternative à la laine, au coton et à la soie pour la production de vêtements bio. Cette herbe fut découverte, défendue, puis abandonnée, puis redécouverte, puis abandonnée à nouveau. Le cycle, c'est l'histoire. Ce schéma se répète dans l'ensemble des archives botaniques. Le chanvre a été interdit par la loi de 1970 sur les substances contrôlées. Non pas parce que la fibre était défaillante, mais parce que la feuille était redoutée. Il a fallu 48 ans pour la relégaliser. En 1960, le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, a sélectionné Canaf comme la source la plus prometteuse de papier journal sans arbre. International Paper l'a produit. La société canadienne Mills l'a démontré. Le papier était plus résistant, plus lumineux, plus propre. L'industrie du bois l'a enterré. Le panique érigé a été nommé par un président lors d'un discours sur l'état de l'Union. Son rendement est bien inférieur à celui d'Arundo. Elle a été choisie parce qu'elle est indigène, parce qu'elle produit des graines, parce que le système pouvait la contrôler. Le schéma est toujours le même. Une plante trop performante, trop bon marché et qu'on ne peut s'approprier est requalifiée en menace. Mais un rondeau Donax ne se soucie pas des motifs. Elle ne se soucie pas des classifications réglementaires. Ça grandit. Ils ne vous diront pas que l'Italie cultive cette graminée pour la bioénergie depuis 1992 et que 3 décennies de données de rendement provenant de ces universités prouvent qu'elle surpasse toutes les alternatives jamais testées. Ils ne vous diront pas que l'analyse de l'EPA elle-même a révélé qu'il réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% par rapport aux combustibles fossiles et l'a approuvé comme biocarburant cellulosique alors que d'autres agences ont dépensé des millions pour le détruire. Ils ne vous diront pas que les 70 millions de dollars dépensés par la Californie pour éradiquer cette herbe stérile auraient leur permis de financer des recherches sur la culture en milieu confiné non riverain à une échelle qui aurait pu résoudre tout le débat il y a 10 ans. Il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit d'un système qui ne dispose pas du mécanisme permettant de comparer les coûts et les avantages d'une usine dans une même pièce,
autour d'une même table et avec un même budget. Les éradicateurs mesurent la perte d'eau. Les chercheurs en énergie mesurent les unités thermiques britanniques. Ils publient dans différentes revues. Ils participent à différentes conférences. Ils puisent dans différentes lignes budgétaires. Et dans cet interstice structurel, institutionnel et bureaucratique, une herbe qui pourrait remplacer le charbon pousse à l'état sauvage le long des autoroutes californiennes, attendant le prochain hélicoptère qui viendra la pulvériser de Roundup. Un Donax de Rundo ne fait pas de lobbying. Elle ne soumet pas d'observations réglementaires. Elle ne participe pas à des conférences et ne publie pas dans des revues. Elle pousse de 4 cm par jour. Elle a grandi de 4 par jour pendant 5000 ans. Elle poussait dans le sol qui bordait les tombeaux égyptiens. Il poussait sur les rives du fleuve Céphysicus, où les Grecs le coupaient pour en faire des pipes. Elle a poussé le long de la rivière Los Angeles en 1820. Elle pousse actuellement entre 2 cycles d'épandage, bravant le silence chimique comme elle a bravé tous les silences qui lui ont été imposés pendant 50 siècles. Un combustible qui brûle comme du charbon, mais qui pousse comme de l'herbe. Une culture qui séquestre plus de carbone qu'elle n'en émet. Une plante qui a offert à l'humanité la clarinette, la plume, la flèche et le toit de chaume, et qui a été remerciée avec le Roundup. Le savoir est désormais à vous. Ce qu'ils ont passé des décennies à dissimuler, vous l'avez appris en quelques minutes. Chaque JM et chaque partage préserve ce qu'ils ont tenté d'effacer. Abonnez-vous à Buried Garden.